Cher Christian, bonjour à vous tous. Grand merci de m'accueillir. Grand merci pour votre indulgence d'accepter un certain changement de dernière minute. Ça ne veut pas dire que le gouvernement français est en train de faire une relocalisation pour avoir maintenant les ministres polonais. Je ne suis pas le travailleur immigré en train de s'imposer à la France. Mais c'est au contraire avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie que je suis devant vous, parce que c'est une belle fête qui va au-delà de la France. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de la France en Europe. Et peut-être ma présence ici, si elle peut témoigner de la grandeur de la France. Parce que l'Europe a besoin de vous, l'Europe a besoin de l'électricité française, et pas seulement au moment d'excédent de production. L'Europe a besoin de la réflexion qui est propre à la patrie de Molière. Et j'espère que quelques propos que je vais tenir, vous allez les accueillir avec bienveillance, sachant que, encore une fois, les Polonais ne sont pas réputés pour être diplomates. Malheureusement, je vais confirmer avec les maladresses que je vais commettre à de différents endroits cette réputation. Encore une fois, j'espère que vous allez me l'excuser. C'est pour la bonne cause. C'est pour nous faire avancer tous, c'est pour vous faire prendre conscience de l'importance de ce que vous faites pour nous tous en Europe. Alors d'abord, et Christian l'a fait tout au début, commençons par nous féliciter. L'Europe a su agir extrêmement rapidement et efficacement pendant les deux précédentes crises. Ça a été mentionné, la Covid, celle de l'agression russe contre l'Ukraine. Je ne veux pas revenir en détail à ces réactions, mais permettez-moi de souligner juste 4 facteurs. Une capacité à dépasser les limites, en décidant par exemple de la dette commune. Une communauté de valeurs retrouvée qui a su réorienter l'Europe en acteur quasi géopolitique. Nous avons apporté un soutien sans faille dès samedi soir, alors que l'agression de la Russie était de jeudi à vendredi, en apportant les armes et ensuite en apportant un soutien sans faillite à l'effort économique de l'Ukraine. Et puis, une société solidaire et démocratique. Je pense qu'on peut tous se féliciter de cet élan qui nous a animés pendant cet hiver de 2022-2023. Et puis, tout de même, on doit se féliciter d'un système économique résistant. Notre industrie continue à exister, les emplois en grande partie étaient préservés, les maisons chauffées, les vitrines allumées. Alors, excusez-moi, cette introduction qui est peut-être pas celle que vous ferez spontanément à Paris, mais c'est probablement celle que nous ferons spontanément sur Varsovie. Et pourtant, le temps coule, la fatigue s'installe. On a fêté, il y a quelques semaines, 1000 jours de l'agression russe contre l'Ukraine. Le Covid, c'est désormais passé, et pourtant, on n'a toujours pas dépensé l'argent qui a été censé être un argent à dépenser immédiatement pour faire face au Covid. Donc, on mesure que les conséquences de ces crises sont toujours avec nous, mais aussi, je pense, une certaine réflexion qui doit nous animer. Que devient notre monde? Quelles sont les forces qui les façonnent? Et surtout, quelles leçons tirer de ces évolutions pour notre avenir commun? Et à mon avis, l'Europe fait face aux 4 défis, 2 externes et 2 internes. Alors, quels sont ces 4 défis? Le premier, je viens de le mentionner, c'est bien un défi, la menace de la guerre. Je suis désolé de sonner un peu le froid. On n'aime pas parler des menaces. Ce n'est pas ma volonté d'être menaçant ici. Je ne pense pas qu'on a un danger immédiat, mais je pense qu'il faut tout faire pour se préparer
à cette éventualité. Si vis pacem para bellum, nous dit un vieux proverbe latin, et notre meilleure façon d'éviter la guerre, c'est de justement d'y bien se préparer. Et même si l'Europe n'est pas militairement en guerre contre la Russie, soyez-en assurés, la Russie est en guerre, en tout cas en termes énergétiques, contre l'Europe. Et les moyens qui sont employés, c'est les sabotages, les cyberattaques. Vous en avez fait l'expérience au cours des Jeux olympiques, la désinformation. Et on apprend que les vagues successives des attaques lancées depuis le mois d'avril en Ukraine ont aussi pour objectif de complètement détruire les systèmes énergétiques ukrainiens, les réseaux sanguins, si je puis dire, de l'économie, pour que la population soit coupée de chaleur, les systèmes de défense aveuglés et les systèmes coupés des vivres. Mais nous faisons face ici en Europe aussi à de plus en plus d'incidents sur nos infrastructures critiques. Les terminales GNL de Brunsbüttel, les réseaux des câbles du pétrole sur la frontière polono-allemande, c'est des exemples d'il y a quelques semaines. Les câbles entre la Finlande et la Suède, Baltic Connector, tout ça, ça se multiplie. Nous sommes bien face à une menace réelle. Et le système énergétique européen doit tirer les leçons de la façon dont cette menace est exercée contre nous. Nous devons protéger nos infrastructures critiques, multiplier les redondances et les plans de sauvetage, mais aussi mesurer notre sécurité énergétique, non plus seulement notre capacité à diversifier les sources d'approvisionnement, mais en nombre de missiles qui est nécessaire pour les détruire. Encore une fois, une perspective qui change un petit peu les discours convenus, mais voilà le premier défi auquel nous devons désormais faire face. Mais deuxièmement, et permettez-moi là d'entrer plus dans la dimension globale, j'ai été moi-même président de la COP 24 en 2018 à Katowice. Je voyais déjà le monde qui commençait à se scinder. C'était la première présidence de Donald Trump qui a annoncé sa sortie des accords de Paris. J'ai essayé de mettre un accord, d'avoir un accord entre les différentes parties. Mais depuis 2018, depuis décembre 2018, où je manageais la COP, je constate que le monde est devenu extrêmement difficile et complètement différent de celui où les étoiles étaient alignées, où la globalisation était le mot d'ordre, et puis où on pouvait fonctionner en paix. Désormais, nous faisons face à une fragmentation de l'ordre mondial, et ça a été rappelé ce matin par Fatih Birol. Nous ne sommes plus le centre de gravité économique du monde, alors que ça a été le cas pendant les siècles. Non pas pendant seulement les 20 dernières années, pendant 5 siècles, l'Europe a dominé le monde économiquement. Si depuis 20 ans, ce n'est plus le cas, nous devons aussi apprendre à vivre avec ça et faire face à des ressurgissances impériales, le protectionnisme, l'isolationnisme de toutes sortes, dans lesquels nous n'avons plus les mêmes outils, nous n'avons plus le même poids pour faire face à ces défis. Bien entendu, dans cette catégorie-là de la fragmentation du monde, je mettrai aussi un danger de plus en plus réel de la coupure des vivres pour l'Europe. Vous avez les bateaux qui sont attaqués par les Houthis au Yémen. Nous avons les tankers de GNL qui doivent faire une route largement plus longue à travers l'Afrique. Nous avons le problème du canal de Panama pour des raisons complètement différentes. Nous avons une suite, un domino au Moyen-Orient, que ce soit l'attaque de Hamas contre Israël, que ce soit justement au Yémen, que ce soit l'Iran, que ce soit Hezbollah, que ce soit la Syrie. Nous avons une poudrière qui nous revient. Et donc la conclusion, nous devons nous préparer à fonctionner aussi pendant un certain temps coupé du monde extérieur. Et encore une fois, je sais que la lourdeur de la conséquence de ces propos.
Permettez-moi encore de mentionner 2 défis internes. Le premier, je l'ai dit, c'est la fatigue. C'est le risque de clivage, de désunion. Et on voit bien le paysage politique en France, on voit bien le paysage politique en Allemagne, on voit que c'est de plus en plus compliqué d'avoir une politique volontaire entre les pays qui sont en permanence en période électorale. Mais je pense aussi un clivage qu'il ne faut pas qu'on perde de vue, c'est le fait que 20% des Européens les plus aisés payent à peu près 2 fois moins pour l'énergie dans leur budget respectif que les 20% les moins aisés. Remettre l'homme au cœur de notre réflexion sur l'énergie permet aussi d'anticiper les mouvements sociétaux, des mouvements politiques qui déstabiliseront l'Union européenne et ses pays. L'homme au centre, et nous devons aussi être capables de mieux dépenser notre argent. 650 milliards d'euros que nous avons dépensés pour se protéger contre la montée des prix en 2022-2023 nous laisse un petit peu derrière un goût amer, je pense, d'occasion manquée. Que se passerait-il si on avait dépensé les 650 milliards pour votre réseau, cher monsieur Xavier Pihaczek? Qu'est-ce qui se passerait si on augmenterait les réseaux SNCF? Qu'est-ce qui se passerait si on les pomperait dans les nouveaux réacteurs? Alors, on serait dans un moment vraiment différent. Et permettez-moi ici encore une perspective un petit peu historique. L'Europe a fait sa grandeur, et ça a été rappelé par Fatih Birol tout au début, par la deuxième révolution industrielle. En fait, la première révolution, celle du 9e siècle, révolution de l'éolien et de l'hydraulique, c'est bien loin. La deuxième, c'est celle du charbon. Et nous avions une ressource domestique sur laquelle nous avons pu construire nos propres inventions. Vous vous souvenez, les moteurs à vapeur, etc. etc. Le XXe siècle, c'est le siècle du pétrole et du gaz, et Fatih en a parlé, mais il a oublié de dire que nous, les Européens, du coup, nous nous trouvons coupés de cette ressource domestique. Nous n'avons pas de gaz et de pétrole abondant sur notre territoire. Et là, 1956, 1973, mais aussi 2022, nous sommes testés, nous les Européens, face aux coupures des vivres de charbon et du pétrole et du gaz. Et je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience. Et puis finalement, ça a été mentionné, mais je pense qu'on a avec nous tout de même les représentants de l'administration que j'admire et que je salue, Sophie Mourlan, avec qui nous avons travaillé pendant longtemps dans ma position de ministre ou de vice-ministre d'énergie, qui fait un excellent travail. Permettez-moi d'être un petit peu ici, peut-être biaisé vu de Varsovie. Donc, mais nous faisons face ensemble en Europe à un risque d'exécution bureaucratique qui freine l'innovation et la compétitivité. Je pense que le rapport Draghi, de ce point de vue-là, identifie correctement le problème. Peut-être vous vous souvenez, il dit que depuis la Covid, nous avons produit à peu près 11 000 actes de différentes sortes, alors que les Américains, pendant la même période, n'en ont produit que 3 000. Est-ce que c'est avec les actes réglementaires qu'on veut réparer l'énergie en Europe? Je pense que si on se met dans la peau d'un start-upper ou si on se met dans la peau d'un entrepreneur, naviguer à travers toutes ces règles de plus en plus apothicaires devient de plus en plus compliqué. Et Sophie Mourlan nous rappelle, je suis tout à fait d'accord, soyons pragmatiques à nouveau, retrouvons la physique d'énergie et retrouvons la nécessité de reconstruire nos systèmes énergétiques, de construire et non pas de seulement réglementer. Donc, je me suis permis d'être un petit peu sombre dans
dans la description de ces 4 défis, ne pas se laisser paralyser par la guerre, pourtant, ne pas devenir aveugle à la réorientation de l'ordre mondial, ne pas prêter une oreille sourde au risque des clivages politiques et sociétals en Europe, ne pas s'autoriser à avancer en boitant, voilà seraient, en résumé, les 4 défis auxquels nous devons faire face en Europe. Et maintenant, si vous me permettez, si vous m'autorisez encore, je regarde l'heure tourne, que faire alors? Et là, vous me permettrez 3 mots d'ordre. Maîtrise de l'énergie, progrès et crédibilité. Dans un monde de plus en plus incertain que je viens de décrire, la seule façon de survivre, sans parler de prospérer, est la maîtrise de l'énergie, dont les coûts seront à peu près comparables aux autres grands blocs énergétiques. On en a parlé à quasiment toutes les tables rondes, les prix et notre différentiel face à la Chine, aux États-Unis. La maîtrise de l'énergie, sorte de l'autonomie, j'emploie le mot de façon aussi un petit peu avec précaution, mais peut-être il faudrait repenser qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie. Après 1973, vous vous souvenez, lorsqu'on a mis en place l'Agence internationale de l'énergie, on a inventé 90 jours de réserves pétrolières. Peut-être il faudrait s'imaginer une définition d'autonomie, dans quelle mesure l'Europe peut faire face aux chocs externes et combien de temps on peut tenir. Pourquoi ne pas innover aussi de ce point de vue-là? Et donc, de façon un petit peu libertine, comprenez-moi bien, je pense que la meilleure façon de faire la transition énergétique revient aujourd'hui à ne pas poursuivre cet objectif en premier, à engager les actions dont la résultante donne un mix nouveau. C'est en poursuivant, à mon avis, l'autonomie, cette autonomie bien comprise, qu'on deviendra à force plus vert, parce que ça a été mentionné par tout le monde, nous n'avons pas de fossiles en Europe, donc la seule façon pour nous de construire notre autonomie, c'est d'être un petit peu innovant avec les usages, avec les ressources domestiques. On a parlé assez longuement, et je pense que là, ça vaut la peine aussi un rappel pour la nouvelle commission. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire au niveau de la taxation. Que ce soit les fossiles importés, ça a été dit et répété, les équipements qui ne contribuent pas à notre économie, à notre prospérité. Xavier, encore une fois, vous en avez parlé dans le dernier panel. Je me souviens un point qui était taxé de la même façon, les steppes, que les batteries, au cours du premier panel. Ne pas favoriser l'électricité au gaz. Merci Gwenaël Avis-Huet de Schneider pour cette remarque. Mais peut-être aussi, et cela a été mentionné aujourd'hui par Patrick Pouyanné en revenant à ETS, un système plein de bonnes intentions dont il reste malheureusement un fardeau au lieu d'être une incitation pour beaucoup d'industries. Les systèmes ETS pourraient être réformés pour produire un signal prix plus prévisible et adapté aux différentes industries. Je pense que one size fits all ici ne fonctionne pas. On est en train de produire un avantage pour certains, un mettre dans une situation impossible pas mal des autres industries, y compris celles qui sont les plus chères aujourd'hui, énergivores. Et enfin, on doit s'attacher à déréguler, simplifier, repenser les lois à la lumière du principe de la neutralité technologique. Ça a été employé à plusieurs reprises aujourd'hui. Je pense aussi, venant de l'Est de l'Europe qui est un petit peu moins régulé, qui croit un petit peu plus au marché, peut-être spontanément, donc réfère confiance au marché. Et je pense qu'en encourageant une émulation d'idées, on pourra retrouver l'esprit de créativité, d'innovation qu'on manque en Europe. C'est en encourageant cette émulation d'idées qu'on pourra unifier à la fin. Le progrès ne se décrète pas. Ce n'est pas en produisant encore un rapport où le rapport Draghi mentionne 90 fois le mot hydrogène qu'on avancera dans l'hydrogène, alors que le mot biométhane est employé 3 fois. Et pourtant, c'est le biométhane qui fleurisse. On a l'impression, en quelque sorte, qu'on devient un petit peu un roi Midas. Tout ce qui touche la fonction publique devient paralysé.
Et imaginons tout le temps, chère Sophie, que vous pourriez gagner à ne pas passer à Bruxelles à défendre le nucléaire français. Imaginez le temps que ça pourrait épargner pour vous pour construire de nouvelles centrales. On n'en serait pas à 90 TWh des exportations françaises en Europe, mais probablement au double. Et puis, construire un système résilient au choc extérieur, flexible dans les créneaux qui sont les plus adaptés, mais aussi doté de sources pilotables et prévisibles, indépendamment des circonstances extérieures, que ce soit les chocs d'approvisionnement, les guerres commerciales, les attaques cyber, et même ce que je mentionnais, la menace des attaques militaires. Ça, c'est une façon aussi de développer ce système résilient de retrouver notre crédibilité vis-à-vis du monde. Moi-même, en étant président de la COP, je continue à voyager, je continue à aller aux COP. J'étais à Bakou. Les Français n'étaient pas les bienvenus, par ailleurs, malheureusement. Et là, ça montre aussi une certaine dégradation des COP, qui deviennent en fait une arène géopolitique au lieu d'être un endroit d'accord entre nous. Donc, si vous me permettez, un appel à la fin. Remettons l'énergie au cœur du projet européen avec pragmatisme et souci de simplicité. On le doit à nos enfants, soucieux de vivre dans un monde moins pollué et plus démocratique. On leur doit cette clarté d'esprit. Si nous ne sommes pas capables de leur expliquer ce que nous faisons, alors notre action devient la proie de notre intellect. Retrouvons l'esprit des pères fondateurs d'Europe. Inspirons-nous des valeurs qui sont les nôtres, mais appliquons nos efforts dans un monde qui est très différent de celui de nos pères fondateurs. Et nos institutions doivent en tenir compte. Et puis finalement, construisons un système énergétique résilient au choc, favorisons le progrès, où le mot autonomie, de façon asymptotique, ne sera pas tabou. C'est un véritable pari pascalien auquel je vous invite. Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Mireille Curticas, voilà, qui, encore une semaine, ne savait pas qu'il allait être là. Et je trouve qu'ouvrir cette fin de colloque sur ce que tu nous as brossé en termes de géopolitique, mais aussi de recommandations, très grand merci à toi. Et je peux prendre un engagement. Je pense qu'entre Paris et Varsovie, on va construire des ponts sur ce que tu as recommandé. Encore grand merci. Et puis, merci à vous toutes et tous. Je l'ai dit, je pense que les interventions étaient toutes de qualité, étaient avec beaucoup d'authenticité. Je recommandais ce matin de passer au-delà des polémiques dans la presse sur tel ou tel sujet, mais de débattre de tout en respectant chacun. Je crois que c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà, très grand merci. C'était, je crois, un très beau colloque de l'UFE grâce à vous toutes et tous. Je voudrais appeler mon équipe sur la scène. Alors, est-ce qu'ils sont là ?